donc parfait. Donc on est en direct des respirations durables au Jardin 21 et au kilomètre 25. Donc, j'ai l'honneur d'animer un bref débat improvisé donc avec deux interlocuteurs. Donc j'ai à ma gauche Julien. Est-ce que Julien, tu peux te présenter ? Bonjour, merci de l'invitation. Julien Buot, je dirige l'association et le label de voyagistes Agir pour un tourisme responsable, ATR. Parfait. Et donc à ma droite, on a Béatrice. Béatrice, est-ce que tu pourrais nous dire également qui tu es ? Oui, donc Béatrice Bellini, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre et je m'occupe d'une chaire qui s'appelle Positive Business, donc, dont l'objectif c'est d'intégrer le social et l'environnemental dans les fondamentaux du management, donc en enseignement et dans les pratiques aussi des entreprises. Parfait. Donc en fait l'idée pour moi c'était de débattre avec vous aujourd'hui. Donc vous savez que Hospitality Insiders on est plutôt porté sur l'hôtellerie de luxe et l'excellence de service. Donc voir s'il y avait un parallèle qui était faisable avec le développement durable puisque les respirations durables sont autour du tourisme qu'on va appeler positif. Déjà une question pour vous, est-ce que vous pensez que luxe et développement durable sont compatibles? Si oui ou non, comment est-ce que ça peut s'appliquer? Je vous laisserai peut-être échanger, vous n'avez pas forcément le même avis là-dessus, donc je vois que Julien veut commencer. Oui, alors je ne sais pas si les opérateurs de voyage haut de gamme ont été les pionniers. En tout cas, il y a beaucoup d'opérateurs de voyage haut de gamme qui sont positionnés, qui sont membres, voire même titulaires du label ATR. Je pense entre autres à Voyageurs du Monde, mais pas uniquement. Après, la question que je peux vous retourner, qu'est-ce que signifie le luxe dans le voyage ? Là, on est en pleine introspection. Nous, beaucoup de nos entreprises sont à l'arrêt, les frontières sont encore beaucoup fermées, même si on fait des très beaux voyages de luxe durables en France. Est-ce que le luxe, c'est pas aussi d'avoir du temps ? C'est la grande question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas aussi d'avoir de l'espace sans forcément avoir beaucoup de services associés. Moi j'ai une expérience qui, pour moi, le summum du luxe, c'est le désert en Mauritanie. Ouais. C'était extraordinaire quoi. Pas obligé d'avoir du champagne, on peut avoir du thé à la menthe. Ce que tu mets en relief finalement, c'est la définition qu'on a du luxe plus que le luxe lui-même. C'est comment est-ce que un peu tout à chacun l'interprète. Toi par exemple ça peut être du temps ou de l'espace ou cette expérience dans le désert, et peut-être que Béatrice par exemple va avoir une vision un petit peu différente. Oui, alors en fait, le luxe, c'est un peu l'excellence, quelque part. C'est un peu comme Dieu, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui doit être imparable sur tous les points, sur tous les fronts. Et il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations dans ce domaine-là font beaucoup parce que déjà, ils ont la possibilité, ils ont des marges qui leur permettent d'investir plus. Ils bénéficient aussi de localisation plutôt on peut dire intéressante, voilà, dans des parcs naturels ou voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'effectivement on a un parallèle qui peut être fait entre luxe et tourisme responsable. Cependant, je pense qu'il est important de aussi définir ce qu'est le tourisme durable, tu vois, notamment les critères, le social, l'environnement. Ouais. Moi, je me souviens d'un établissement en Colombie où, effectivement, pour eux, les meubles, ils étaient solides, mais ils étaient faits à l'autre bout de la planète. Donc, on a aussi quelques incohérences. Et c'est vrai que le social, pour eux, c'était, on a pris la plage des locaux, on leur a mis une petite plage derrière, ils sont contents, puis en plus, on leur a construit un petit terrain de foot. Et là, ils sont super contents. Et ils avaient interdiction d'aller sur la grande plage. Donc, on a quelquefois des considérations qui peuvent aussi étonner, parce que je pense que les critères de référence ne sont pas encore bien établis aujourd'hui. Oui. Donc encore peut-être une question de définition sur ce que c'est que le durable, et peut-être de RSE. Comment est-ce qu'on intègre aussi les parties prenantes là-dedans? Tu parlais du social, de décaler les populations. Donc finalement un hôtel de luxe qui s'implante dans une destination d'exception, il doit aussi intégrer les différents acteurs et sa réflexion bien en amont de s'implanter. C'est un peu ça que tu voulais dire. Est-ce que tu voulais peut-être un peu plus détailler cette partie-là? Moi, j'ai du mal à faire la différence entre durable et RSE parce que la responsabilité sociale, ça dépend comment tu le traduis, mais pour moi, la responsabilité sociale et le développement durable, c'est lié. La responsabilité sociale, c'est le programme d'action, et le développement durable, c'est l'aboutissement quelque part.
Et en fait, le fait de se positionner comme un tourisme durable, c'est-à-dire qu'économiquement c'est rentable, socialement moins impactant, écologiquement pareil, et du coup, tu ne peux pas faire du tourisme durable si tu oublies l'axe social, ou l'accent. Enfin, il faut que ce soit traité de manière simultanée. Bien sûr. Alors, autre question peut-être plus pour Julien. Comment du coup on intègre les clients là-dedans, c'est-à-dire que comment est-ce que des clients qui sont habitués au luxe, ils vont dans des destinations d'exception, dans des hôtels absolument magnifiques où ils ont un service d'excellence, comment on les intègre dans cette démarche développement durable? Est-ce que eux c'est quelque chose qui les intéresse? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel ils sont demandeurs ou juste réceptifs? Comment est-ce qu'on les intègre aussi finalement dans cette réflexion durable, RSE ou en tout cas peu importe le terme qu'on utilise? Toutes les récentes études, elles demandent que des signaux faibles sont en train de devenir forts. Il y a une consultation citoyenne qui vient d'être réalisée ces dernières semaines. Il y a un sondage IFOP sur les Français et le tourisme durable. Et clairement, il y a une demande de tourisme durable, que ce soit sur le haut de gamme, enfin quelles que soient les gammes de voyage. Aujourd'hui, tous les acteurs sont en train de s'engager vers un tourisme plus responsable, mais ils ont aussi bien compris que pour que le tourisme dure, il fallait que la planète reste, les destinations restent attractives, que les habitants restent accueillants. Et donc, ce qui fait le sel du voyage, c'est aussi la rencontre avec ces cultures. Oui, bien sûr. Donc, s'isoler dans son hôtel très luxueux, sans aucune rencontre, aucune authenticité, ça peut pas être du durable, quoi. Donc aujourd'hui, il y a une demande, il y a une offre. Mais je pense qu'aujourd'hui ça bouge. On a dans les nouveaux titulaires du label ATR Kappa Club qui fait du club, mais dont la valeur ajoutée c'est aussi de sortir du club et de faire vivre des expériences insolites avec les habitants, chez l'habitant. Avec les locaux, ouais. Et c'est le mix des deux qui fait que ça peut être luxueux et durable. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'ai discuté avec un directeur d'hôtel de luxe là, en Chine, et il me disait que pour des questions économiques, il avait arrêté les buffets et mis en place service à la table au petit déjeuner. Et ils le vendent comme un service. Et non, pas du tout. Et en fait, ce sont les clients qui ont dit « Oh, c'est génial ce que vous avez mis en place, ça va éviter les déchets. » Et lui, il a dit « Ah oui, tout à fait. » Mais c'était pas du tout fait dans cet objectif. Ouais. Mais par contre, les clients, ils ont vu cet objectif. Et donc, ça interpelle beaucoup. Et ce qu'il disait, c'est, alors on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, donc c'est un groupe chinois, et il me dit, en fait, l'environnement et le social, c'est de l'intangible. Je lui dis non, parce qu'aujourd'hui, c'est des facteurs décisionnels. Il faut que ça devienne tangible. Mais on a encore cette espèce de flou autour de ces critères qui font que, si tu veux, le groupe accepte d'investir là-dedans, mais finalement, considère ça comme de l'à côté, pas comme du fondamental. Et nous, on aime bien approcher la qualité environnementale et la qualité sociale comme la qualité du produit, en fait, comme des éléments constitutif de la qualité du produit. Et ça, dans le domaine du luxe, enfin nous, dans tous les cas, avec les entités dans lesquelles on travaille dans le domaine du luxe, je pense que c'est une approche, nous, on cherche à travailler avec ces institutions, enfin ces organisations, parce qu'elles ont plus de moyens. Donc c'est plus facile et elles doivent finalement donner l'exemple parce que quelque part, il faut que toutes les organisations du tourisme soient vertueuses. Mais si on arrive à avoir la preuve que dans le domaine du luxe, c'est rentable parce que les gens mettent plus cher. Le leadership, il peut aussi venir du haut et du luxe qui ont des plus gros moyens. C'est ça. Et qui aussi sont toujours regardés, on regarde toujours un peu en haut. Voilà, c'est un peu la référence. Ouais. Et donc ça peut permettre de faire bouger après des structures plus classiques. Pour prolonger cet exemple-là, c'est vrai que le luxe, ça doit être aussi synonyme d'achat local. Enfin, j'ai cet exemple, le Club Med au départ au Cap Skiring en Casamance a imaginé ce partenariat avec Agri-Sud International pour, de manière complètement philanthropique, accompagner des coopératives maraîchères. Ouais. Et puis à un moment donné, ils se sont dit que ce serait quand même cohérent que les achats en fruits et légumes du club d'à côté soient issus de ces coopératives, sans toutefois rendre dépendantes ces maraîchères de l'achat du club, parce que le tourisme, on le voit, ça peut s'arrêter. Donc il faut que les communautés locales ne soient pas dépendantes des revenus générés par le tourisme. Mais ce qui a été intéressant pour les clients, pour l'expérience vécue par les clients dans ce Club Med du Cap Skiring, c'est que c'était bon parce que c'était frais, c'était frais parce que c'était local et issu de ce projet de développement au départ philanthropique. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Alors ils ont développé ça ensuite au Maroc, en Indonésie et finalement le buffet Club Med au Cap Skiring, c'est pas le même qu'au Maroc parce qu'on n'a pas les mêmes fruits et légumes, on n'a pas les mêmes
ressource en fait. Il y a une vraie opportunité, mais c'est vrai que quelquefois on a les standards qui gênent. Ouais. Moi je me rappelle avoir discuté avec le directeur du Pullman à Hanoï, et il me disait ils avaient voulu acheter local, notamment des œufs, mais les clients quand ils arrivent et qu'ils voient un petit œuf blanc, l'autre plus gros et tout ça, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parce que c'est pas. Et en fait tu leur expliques. Et je pense que c'est pas fait. Enfin, ça commence à être fait dans le domaine de la restauration. Quand tu traces ton œuf, c'est-à-dire que tu vas manger un œuf le matin, ce n'est qu'un œuf. Si tu dis c'est l'œuf de la ferme de Perthes, je dis ça, c'est un village. Oui. Tout de suite, t'as une autre. Prend une valeur ajoutée. Ouais. Toi, tu le dégustes différemment et tu es prêt à payer plus cher donc pour cet œuf, tu vois. Éduquer le client et raconter une histoire aussi, c'est cette notion de storytelling qui est voilà, et tu te projettes, tu vois les poules qui courent, et je pense que. Tu peux même aller les voir. Et tu peux même aller les voir. Je reprends l'exemple du club, mais évidemment les jardins maraîchers sont devenus une attraction touristique en fait. D'accord, oui. On peut faire des ateliers de cuisine, enfin on peut le décliner à l'infini, et c'est ça qui va faire que l'expérience va être exclusive et différente de ce qu'on peut vivre peut-être à côté. Et le luxe pour le coup a le moyen de proposer des expériences beaucoup plus complètes peut-être que d'autres établissements parce qu'encore une fois il y a plus de personnel, de budget et peut-être même d'expertise. Alors je sais pas s'il y a plus d'expertise, par contre il y a plus de latitude au niveau du directeur de l'hôtel, je pense sur ces aspects-là peut-être. Mais je pense que d'autres hôtels peuvent aussi fournir ces expériences qui au final coûtent pas très cher. Bien sûr. Et j'ai souvenir aussi dans un hôtel de luxe où ils voulaient offrir à leurs clients des balades avec des locaux. Sauf que quand tu es dans un hôtel, bon c'était vraiment beaucoup, enfin voilà, c'était un hôtel vraiment bien, voilà. Quand tu es client, tu aimes bien que la personne, tu vois, à un moment donné, s'efface et revienne toute seule. Une notion de discrétion. Voilà. Sauf que, ben, voilà, c'est tout un art, c'est de la formation, etc. Et c'est vrai qu'avec les locaux, ça avait été très difficile parce qu'ils n'avaient pas cette formation. Donc à un moment donné, tu vois, entre oui, moi je veux aller avec un local et tout, et puis après, voilà, ça se passe pas comme on souhaiterait parce que je pense que effectivement, il y a des limites aussi à ça, parce qu'il y a un niveau d'exigence, tu vois, on parlait niveau d'exigence qui quelquefois ne suit pas, alors que dans un hôtel plus classique, il n'y a pas de problème, et la richesse de la rencontre, quelquefois, tu vois, pour un client et pour un autre, c'est pas la même chose, mais quelquefois ça doit être court, quelquefois ça doit être plus long, enfin ça dépend aussi de l'intérêt du client, et je pense que dans ce fameux hôtel, on disait oui, c'est un hôtel écolo, etc. Donc ils avaient les vélos gratuits et ils proposaient bien sûr un détour en hélicoptère, tu vois. Des incohérences, des paradoxes qu'on retrouve souvent dans le luxe malheureusement. Alors, après, dans le monde des voyagistes, on a des nouvelles compétences qui émergent, des nouveaux métiers, y compris en matière de communication, comment on va vendre, comment on va proposer ces nouvelles expériences. Et puis le phénomène des concierges, Voyageurs du Monde ont des concierges, Comptoir des Voyages, ils proposent des expériences like a local, avec des greeters. Enfin voilà, c'est des choses qui n'existait pas encore il y a quelques années. Oui, absolument. Et ce que j'adore aussi, c'est effectivement aussi un peu des visions transverses. Par exemple, au Plaza Athénée, vous avez le Spa Dior. Donc, on peut finalement associer des entreprises pour une expérience particulière qui va enrichir. Aujourd'hui, c'est pas forcément mené en parallèle, et je sais pas si vous avez, il y a une start-up qui s'est lancée, là ça a été revendu récemment. Ils avaient constaté que les bars dans les hôtels de luxe n'étaient pas forcément occupés, donc forcément c'est une immobilisation pas rentable, et donc ils avaient proposé d'offrir cette prestation à aller dans un bar d'un grand hôtel via une application. Et ça a très bien marché. Et ce sont les hôtels qui ont dit attendez, parce qu'il n'y a pas que notre bar qui n'est pas fréquenté. Il y a la piscine, il y a notre spa, il y a notre salle de sport, parce que les gens qui viennent ici, souvent ils viennent à Paris, ils n'utilisent pas tout ça, et nous ça mobilise des gens, ça mobilise. Et du coup ils étaient très surpris parce que finalement ils avaient eux détecté le bar,
mais toute la structure pouvait potentiellement être mieux amortie. Ça, c'est toujours un bon moyen de ramener du monde aussi. Voilà, dans la structure. Et je pense que je pense qu'il y a plein aussi d'aspects de réflexion à faire, pour amortir ces installations qui quelquefois coûtent très cher, et puis pour aussi assurer des emplois, une permanence des emplois. Oui, c'est pour ça que ce soit du luxe ou pas, en fait, le tourisme durable, c'est un moyen d'optimiser, de rationaliser les coûts. Enfin voilà, c'est ça aussi le tourisme durable. On est dans une planète avec des ressources finies, il faut être capable de, si elles sont disponibles, de les maximiser. Tu disais d'éduquer par rapport à ça, mais ce que je trouve intéressant tout à l'heure, il y avait à la fois la tendance où on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui s'y intéressent, mais en même temps dans le luxe c'est quand même pas la majorité. En revanche, quand on leur propose une expérience de qualité locale, et si possible un peu instagrammable, dont ils puissent récupérer les images. Après, c'est eux qui deviennent aussi les ambassadeurs et qui parlent de ce même tourisme durable à leurs amis. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on développe des tendances assez rapidement. Enfin, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus perçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également On a fait des campagnes il y a quelques années, une web-série avec acteurs du tourisme durable où il y avait un épisode à Deauville, chez Barrière. Et là, en effet, on s'est appuyé sur les influenceurs pour faire passer le message. Et les influenceurs étaient les clients en réalité. Complètement. Quelque part, je pense qu'on a tous envie d'être admirés par ces valeurs. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont conscients de leur impact, de leur surimpact par rapport aux autres. Et effectivement, le fait que comme ils ont beaucoup plus d'impact, ils doivent quelque part rendre à la société en étant exemplaires et en aidant les gens à leur montrer la trajectoire. Donc ça, je pense que c'est super intéressant de voir ça de cette manière. Et je pense que beaucoup aujourd'hui ont ces réflexions parce que effectivement, au niveau de leurs clients, ils ont aussi des exigences. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait travaillé avec un joaillier Place Vendôme et notamment sur une collection en or responsable. Et en fait, quand les personnes rentraient dans le magasin, ils disaient oui, on a une collection en or responsable, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les mines et tout ça, mais non, mais c'était pas du tout cohérent parce qu'ils venaient pour un rêve et là tu leur casses. Parce qu'il y a aussi cette difficulté dans le domaine du luxe, c'est que derrière l'environnement et le social, il y a, tu vois, c'est pas du rêve. Absolument. Tu vois, parce que l'environnement c'est de la pollution, le social c'est et donc du coup il faut arriver, ça c'est un vrai challenge marketing, il faut arriver à faire ressortir le côté positif de choses qui sont plutôt négatives. Et là, dans cette joaillerie, ils ont arrêté au bout de 15 jours, parce que ça n'allait pas du tout. Et là, on travaille avec une autre joaillerie, et c'est vrai que, tu vois, la situation, ça c'était il y a 5 ans, la situation a changé aujourd'hui. Donc en fait, tu as une volonté d'avoir, de faire attention quand même à ça. Et les clients d'aujourd'hui sont plus éduqués que les clients et ce que disait le directeur d'hôtel à Shanghai, il disait, mais il ne faut jamais baisser la qualité du service, tu vois. Ça pardonne pas pour le coup. Mais c'est vrai qu'on oublie trop souvent que le tourisme durable, oui, c'est minimiser les impacts négatifs, mais c'est aussi maximiser les impacts positifs. Que le tourisme a beaucoup de vertus. Il est un peu sur le banc des accusés depuis quelques mois, quelques années. On voit quand il n'y a plus de tourisme, ça crée du chômage, etc. Enfin, il a beaucoup de vertus en termes économiques, sociales, environnementales. Il donne de la valeur à la nature. C'est un outil de protection de la nature si c'est bien fait. Il faut aussi être capable de rappeler ça. Et bien, c'est pas assez rappelé. Mais d'ailleurs, l'année Covid-19 nous l'a bien démontré quand même. On a aussi travaillé avec une association des éléphants et des hommes qui avait réussi à empêcher la construction d'un barrage parce qu'il y avait justement une certaine population qui venait admirer des éléphants qui étaient là. Et on a montré la valeur de l'animal. Par rapport à la valeur potentiellement tu vois, du barrage et du fait d'anéantir toute cette zone. Et c'est grâce au tourisme de luxe pour le coup qu'on a réussi à éviter de noyer toute une zone en Afrique. Il y a vraiment ce tourisme de luxe leader qui transmet un message et après le message il est relayé par les clients qui deviennent ses ambassadeurs eux-mêmes. Voilà, et puis la valorisation de l'animal en liberté, tu vois, parce que notamment en Finlande, on travaillait aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand tu te balades en Finlande, c'est bien sympa les arbres, mais ce qui crée l'émotion, c'est la rencontre avec un animal, tu vois. Et donc en Finlande, ils travaillaient justement sur ce que ramène un animal. Et c'est super intéressant parce que comme tu le dis, ça va contribuer à préserver l'environnement. Et ça c'est génial parce que le tourisme devient un outil de préservation de l'environnement. C'est passionnant et je pense qu'on va garder ce message-là. Le tourisme
pour l'environnement. Merci en tout cas de m'avoir partagé votre avis. Je vous souhaite de très bonnes respirations durables. Profitez-en bien. Merci. Très vite.